Bonjour à tous. Les populations ont le droit d'être informées, de connaître l'action gouvernementale. Le Premier ministre a donné hier sa 5e conférence de presse. Daniel Kablan-Duncan a fait le point des actions menées pour le développement du pays. La ministre de la Promotion de la Femme a visité les centres de composition de l'examen national de fin de formation des auditrices. 528 candidates composent dans 6 centres, dont 2 à l'intérieur du pays. La Côte d'Ivoire occupe la plus haute marche au meeting de Prague en République tchèque. À 25 ans, Ben Youssef Meïté remporte le 100 mètres en passant sous la barre des 10 secondes. Il bat ainsi un nouveau record. Mardi 7 juin, bienvenue dans le journal de 13h, vous êtes sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara a entamé ce mardi une série de consultations pour la mise en place d'une nouvelle constitution. Après avoir mis sur pied un comité d'experts sur le sujet, c'était le 31 mai dernier, le président a rencontré aujourd'hui les partis politiques afin de recueillir leurs suggestions et recommandations. Le Premier ministre ivoirien, ministre de l'économie et des finances, a animé hier une conférence de presse. Daniel Kablan-Duncan a souligné que cette rencontre intervient au titre du droit à l'information des populations sur la conduite de l'action gouvernementale. 5e rencontre périodique. Cette fois, c'est sous le thème « En route pour l'émergence » que Daniel Kablan-Duncan, le chef du gouvernement ivoirien, communique sur l'action gouvernementale. Devant des journalistes en ligne de mire, devant des diplomates accrédités et en présence des acteurs de la société civile ivoirienne, Daniel Kablan-Duncan oriente sa communication sur 5 axes majeurs. Entre autres, l'amélioration des conditions de vie des populations, la transformation structurelle de l'économie et l'Ivoirien nouveau. Sur tous ces points, le Premier ministre présente, avec chiffres à l'appui, ce qui a été fait par le gouvernement qu'il a l'honneur de diriger sous la haute autorité du président de la République. L'indice de pauvreté qui est passé de 51% en 2011 à 46,3% en 2015, avec pour résultat plus d'1 million de personnes sorties de pauvreté. La transformation des fèves de cacao qui devrait passer de 30% à 50% d'ici à 2020. Les initiatives en matière d'amélioration de l'environnement des affaires qui ont fait passer le pays du rang de 177e mondial à 142. Le gouvernement poursuit la dynamique en mettant un point d'honneur à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens en créant de la richesse. Le faisant, le Premier ministre appelle les Ivoiriens à croire en l'émergence de la Côte d'Ivoire telle que souhaitée par le président de la République. On ne fait pas la croissance pour la croissance. On fait la croissance pour que les Ivoiriens bénéficient des fruits de la croissance. Ceux qui disent on ne mange pas la croissance se trompent totalement. La croissance, c'est quoi? C'est la création de richesses. Plus vous créez des richesses, plus vous pouvez distribuer. Si vous n'avez pas de richesse, vous pouvez redistribuer. On ne peut pas distribuer la pauvreté. La paix et la stabilité sont essentielles pour le développement d'un pays. Si vous voulez à nouveau avoir l'amélioration des conditions de vie, si vous voulez avoir l'émergence, travaillons ensemble, qui est la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Au moins 2 heures d'échange à bâtons rompus entre le chef du gouvernement, les journalistes et les acteurs de la société civile. C'est donc avec beaucoup de joie partagée que rendez-vous a été pris pour un autre temps de communication sur l'action gouvernementale. Sur les questions relatives au coût de la vie, le Premier ministre a proposé des solutions, notamment une enveloppe d'environ 100 milliards dégagée par le gouvernement pour venir à bout des pénuries de denrées alimentaires et des produits de première nécessité. Noël Niagno. Du panier de la ménagère, désormais qualifié de sachet pour bien illustrer le coût élevé de la vie et l'incapacité des ménages à s'approvisionner en denrées de première nécessité, la situation s'est corsée avec la sécheresse qui a duré 5 mois et son corollaire, la faiblesse de l'offre en denrées alimentaires. Interpellé à l'occasion de la conférence de presse tenue ce jour, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a souligné avec force détail les dispositions prises par le gouvernement. 53 milliards vont être utilisés donc rapidement dans tout le pays pour faire face aux différentes, manques, à la fois donc effectivement sur la banane, le manioc, tous les produits que vous avez indiqués. Nous allons utiliser davantage
disons que les bas-fonds autour donc des villes, il y a 5000 hectares qui ont donc été recensés, de manière à ce que nous puissions déjà, cette année-ci, faire face aux déficits qui ont donc été constatés, mais, comme ça a été déjà réfléchi, faire une politique à long terme de production, notamment de produits de courte saison. Au-delà de ces mesures conjoncturelles, Daniel Cameron-Duncan a indiqué les actions pérennes. L'agriculture ivoirienne doit être de plus en plus mécanisée, doit être de plus en plus irriguée et utiliser davantage d'engrais, de manière à ce qu'elle soit une agriculture donc moderne, pas extensive mais intensive. Sur la route de l'émergence, c'est certainement le prix à payer. Le chef du gouvernement ivoirien est revenu sur les axes stratégiques qui orientent l'action du gouvernement, à savoir la paix et la sécurité, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la relance économique et la reconstruction post-crise. Thomas Guessambi. En répondant présent au rendez-vous périodique Premier ministre Le Monde des médias, les journalistes ne se sont pas privés de questions sur la conduite des affaires de l'État. Au nombre des questions posées, celles relatives au projet de production d'énergie à Abata, Sangon et Jacquesville, des projets prévus se réaliser au cours du PND 2012-2015, mais qui n'ont pas été. Il y a eu l'augmentation aussi de la production au niveau d'Azito, que vous n'avez pas mentionné. Vous savez, Agreco aussi a vu ses capacités augmenter. L'un dans l'autre, nous avons pu réaliser les 2000 MW qui ont donc été prévus. C'est ça qui est important. Il y a des dossiers qui prennent du temps, même si on les annonce avant, parce que les décisions ont lieu pour le faire. Et je dis, le domaine de l'électricité, personnellement, je n'ai pas donc de crainte de voir les choses se réaliser. Que ce soit donc à Bata, vous n'avez même pas parlé aussi des éléments concernant le sud-ouest, sur lesquels aussi des centrales thermiques avaient donc été prévues, de 600 à 700 MW, disons que chacune. Mais quand on les annonce, il s'agit de voir la perspective et de discuter. Ce qui est important, c'est le chiffre qu'on vous donne. On devait réaliser 2000 MW à fin 2015, on l'a réalisé. Autre sujet abordé dans la dynamique du respect des engagements de l'État, les passifs, le remboursement de la TVA et l'épurement de la dette de l'État vis-à-vis des fournisseurs intérieurs. Quand les choses vont bien, les gens en profitent, mais ils n'en parlent pas. Je prends un cas au niveau du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Les gens se plaignaient parce qu'on ne remboursait pas à temps les TVA à rembourser. Maintenant que tout est remboursé dans les délais, personne n'en parle. C'est comme c'est silence radio. On a un autre cas que je vais vous signaler. Est-ce que vous entendez les fondateurs d'écoles privées maintenant? Dans le temps, vous les entendez dans la rue. Ils criaient. Depuis, on a fait des réunions. Plus d'une cinquantaine de milliards ont été payés. Motus cousu, on n'entend plus rien. Mais il faut le dire aussi, que les choses ont été bien faites. Ça encourage à aller de l'avant. Le gouvernement, sous la haute autorité du président Alassane Ouattara, respectera toujours ses engagements pour créer la confiance. Gage indispensable de rapports fructueux État-secteur privé, État-citoyen, dira Daniel Cameron-Duncan pour terminer. Nous l'avons vu tout à l'heure en images, le chef de l'État a rencontré aujourd'hui les partis politiques pour recueillir leurs suggestions et recommandations au sujet de l'élaboration d'une nouvelle constitution ivoirienne. Eh bien, nous vous proposons d'écouter l'intervention du président Alassane Ouattara tout juste après cette rencontre. Cette rencontre pour partager avec vous mes réflexions sur la nécessité de la mise en place donc de la constitution de la Troisième République. En fait, ces réflexions datent de bien longtemps. Vous vous souviendrez à l'occasion de la campagne et même la pré-campagne de l'élection présidentielle, j'ai clairement dit que si j'étais élu, je proposerais la mise en place d'une nouvelle constitution. Et comme vous le savez, j'ai procédé le mardi 31 mai dernier à la mise en place d'un comité d'experts présidé par le professeur Ouraga Obou, que nous connaissons tous, qui a d'ailleurs été le président de la sous-commission Constitution avec le comité consultatif d'alors. Le vendredi 4 juin dernier, nous avons fait un conseil des ministres extraordinaires. J'ai voulu tout de même informer le gouvernement sur les grandes orientations
que j'envisage donc par rapport à la nouvelle constitution avant de commencer donc les rencontres dont celle d'aujourd'hui. Et donc c'est dans ce cadre que je reçois aujourd'hui les partis politiques de l'opposition. Demain, j'envisage de rencontrer les chefs traditionnels et les guides religieux. Et jeudi, ce sera donc la société civile, avec également les jeunes, les associations des jeunes et de femmes. Alors, l'objectif visait d'enrichir notre réflexion et de prendre en compte les observations des uns et des autres. En bref, essayer de développer un consensus. À l'issue de nos rencontres, les observations seront reversées au comité d'experts qui nous fera donc une proposition de texte. Et c'est ce texte qui sera examiné d'abord par le Conseil de gouvernement, présidé par le Premier ministre. J'ai dit au Premier ministre que cette discussion devra prendre le temps qu'il faudra, même s'il faut 2 journées, contrairement à nos habitudes, et que le Conseil de gouvernement ait toute l'attitude de passer en revue les différentes propositions et pour qu'en Conseil des ministres, le Conseil de gouvernement puisse nous faire des propositions et un texte qui peut donc être adopté et transmis ainsi à l'Assemblée nationale. Donc voici un peu le chronogramme. Bien évidemment, nous avons des contraintes de calendrier puisque nous devons d'abord procéder à la révision de la liste électorale. Ceci devra commencer, je crois, dès ce mois-ci. Et ceci prendra quelques semaines. La liste électorale sera donc disponible vers août-septembre, selon le chronogramme qui a été proposé par la Commission électorale indépendante, ce qui nous permettra, nous, d'envoyer notre projet à l'Assemblée nationale, j'espère, au mois de juillet, pour être examiné. Et le référendum en ce moment-là sur la Constitution serait proposé pour le mois de septembre, d'octobre. Nous avions pensé à un moment donné à un couplage du référendum et des élections législatives qui, selon la loi, doivent avoir lieu en novembre, début décembre au plus tard. Après les discussions avec les uns et les autres, il a été proposé que nous puissions donc séparer les 2 scrutins, faire le référendum constitutionnel en septembre-octobre et les élections législatives en novembre-décembre. Donc voilà un peu le chronogramme que je voulais vous indiquer. Et donc vous remercier à nouveau d'être là ce matin et dire que pour moi cette première rencontre avec l'ensemble de l'opposition est très importante pour la vie de la nation et que nous devons donc essayer de tenir le calendrier. Nous avons également, comme vous le savez, envoyé à l'Assemblée nationale le texte concernant l'opposition et le statut de l'opposition. Je pense que l'Assemblée examine ce texte déjà et que d'ici la fin de la session, nous aurons donc un texte qui pourra être promulgué. Le financement des partis politiques également a été mis en œuvre par mon prédécesseur et cela également est appliqué. Voilà, le président Alassane Ouattara s'adressait ce matin aux responsables des partis politiques membres du cadre permanent de concertation. Changeons complètement de sujet pour parler agriculture. La modernisation de ce secteur est une solution pour lutter contre la pénurie alimentaire, un défi même pour l'Afrique. Lors de la 154e session du Conseil de la FAO, le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural a présenté les grands défis de l'agriculture africaine. Adama Koné. La Côte d'Ivoire à la tribune de la 154e session du Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, à Rome, en Italie. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly, avec sa casquette de président de la 29e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique, est allé porter le message de tout un continent. La conférence a attiré l'attention sur les défis liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, notamment dans les petits États insulaires en développement, et a recommandé que la FAO aide
ces États à améliorer la conception et la mise en œuvre de leurs programmes en matière de sécurité alimentaire, de nutrition et d'agriculture. Mais le ministre Sangafoua Coulibaly ne se limite pas qu'aux vœux. Son intervention est assortie de pistes de réflexion. Nous avons relevé deux questions principales, notamment la décentralisation. Nous pensons que c'est pertinent et c'est une question qui fera l'objet de débats au point de vue de l'agenda du Conseil. Ensuite, nous avons parlé du partenariat public-privé qui est à promouvoir au niveau du secteur agricole. Toutes ces dispositions visent essentiellement l'élimination de la faim à l'horizon 2025 par l'intensification durable de la production. Il s'agit en clair de s'aimer les graines d'une agriculture inclusive qui développe la chaîne des valeurs et par conséquent attire davantage de jeunes. La réussite de la cohabitation éleveurs-agriculteurs est un autre challenge de l'agriculture dans plusieurs pays d'Afrique. La mutuelle de développement de Sikolo dans le département de Kong propose le dialogue et la prévention comme solution. Amadou Ouattara. Prévenir les conflits fonciers, maintenir la quiétude entre éleveurs et agriculteurs, tel est l'objectif de cette rencontre initiée par la mutuelle de développement de Sikolo dans le département de Kong. Thème central, sensibilisation sur les conflits intercommunautaires. Permettre à l'ensemble de la population de la sous-préfecture de Sikolo de se rencontrer, d'échanger, en vue de réduire les incompréhensions sur les conflits intercommunautaires. Et lorsqu'il y a une compréhension totale, le développement de la sous-préfecture peut aller de l'avant. Un sous-thème sur la collaboration des forces de l'ordre et les populations, présenté par Fangama Ouattara, commandant de la brigade de gendarmerie de Kong, a permis d'édifier l'assistance sur la conduite à tenir afin de maintenir la paix et la stabilité dans cette partie du pays. Au cours de la cérémonie de lancement de ces activités, cérémonie placée sous la présidence du ministre des Affaires présidentielles, Latene Birahima Ouattara, la mutuelle de développement de Sikolo a fait plusieurs dons en nature et en numéraire, notamment 3 motos tout-terrain à la brigade de gendarmerie de Kong et une somme de 500 000 francs CFA à l'association des femmes de la sous-préfecture de Sikolo. C'est un acte qui mérite, n'est-ce pas, d'être montré en référence à tous les autres cadres, à tous les autres fils de Kong, qu'ils en fassent bon usage. Évidemment, le territoire il est vaste, d'autres besoins existent encore, d'autres actions sont attendues. Situé à environ 40 km de Kong, Sikolo regroupe les cantons Palaga et Somanfesso. Cette sous-préfecture compte 26 villages. Dans le domaine des institutions de formation et d'éducation féminine, le lancement de l'examen national de fin de formation des auditrices a eu lieu hier. Il vise à évaluer le niveau d'apprentissage des auditrices et les prestations des enseignantes. 528 candidates composent dans 6 centres, dont 2 à l'intérieur du pays. La ministre de la Promotion de la Femme s'est rendue dans des centres ce matin à Mississauga. Formation en couture, pâtisserie, broderie et éducation à la vie familiale. Il faut 3 ou 6 ans d'apprentissage pour l'obtention d'une attestation. Alors, depuis hier lundi, les auditrices de l'IFEF, Institution de formation et d'éducation féminine, sont en examen. 528 candidats repartis dans 6 centres, à savoir Béjéville, Makori, Port-Boué, Yopougon, Yamoussoukro et Korogo. 5 hommes et 523 femmes ont jusqu'au 10 juin pour montrer leur talent. Visite de la ministre Euphrasie Yao à Yopougon dans le plus grand centre. Ce sont des structures qu'on doit encourager. Le développement se fait à la base. Et même, on est en train de faire la réforme des IFEF. On va essayer de regarder les modules qui sont en accord avec le développement actuel. Je pense que notre document est presque prêt et on va aller en profondeur par rapport à ces IFEF. Ce sont des institutions de valorisation de la femme. On parle du compédium des compétences féminines. Et voilà des jeunes filles qu'on va aider pour qu'elles soient compétentes, pour qu'elles servent aussi de modèle aux autres. Les candidats composent en broderie, crochet, art floral, couture, pâtisserie et éducation à la vie familiale. Cet examen concerne les auditrices, c'est-à-dire les femmes et les jeunes filles de 16 à X âge qui ont décidé de prendre conscience de leur potentialité et de valoriser ce potentiel à travers l'apprentissage des métiers. Ce qu'ils voient, ils pensent que ce n'est pas trop dur, quoi.
Je ne m'attendais pas à ça. J'aimerais avoir mon atelier de couture, voir mes apprentis de coudre comme moi aussi. Ça me plaît. C'est Jeep Mini, coupé à la main. Et puis, habit de coupe. Oui, c'est facile. Par regard de Dieu, je peux le faire. Les IFEF sont des structures parascolaires qui forment la population féminine analphabète ou déscolarisée. Le but, faire d'elles des agents de développement pour une véritable autonomisation des femmes. Journée de l'excellence à Alépé, à 45 km au nord-est d'Abidjan. Il s'agit pour les autorités locales d'amener les élèves à cultiver davantage les valeurs du mérite et du travail bien fait. Honorine Nigori. La politique de l'école obligatoire et de qualité prônée par le président de la République fait son bonhomme de chemin. Les autorités politiques et administratives dans les localités incitent les parents à scolariser leurs enfants et les élèves à réussir leurs études. À Alépé, cette politique a été bien perçue. C'est pourquoi la préfecture et les chefs d'établissement ont organisé une journée pour célébrer le mérite. Aujourd'hui, plus le temps peut passer, il faut résolument que chacun à son niveau essaie de soutenir et de poser par la même occasion les jalons de l'école ivoirienne. L'école ivoirienne nouvelle, prônée par son excellence le président de la République, est une école de référence pour nous. Est une école de défi. Est une école qui fait de la qualité, de la performance, de la culture du mérite, les fondements de son essor et de sa stabilité. Les élèves ont promis d'honorer les organisateurs de cette cérémonie en réussissant à leurs examens scolaires. L'année scolaire 2015-2016 se veut une année de la reconnaissance du mérite en milieu scolaire. Comme le révèle le thème de cette année, Ensemble pour la scolarisation obligatoire et une école de qualité. La 9e édition du Congrès africain des juristes d'affaires s'est tenue à Abidjan. C'est un cadre de rencontres et d'échanges. Il permet aux juristes d'affaires de se mettre à niveau et d'être ainsi plus efficaces et rigoureux. Permettre aux différents membres de la grande famille des juristes d'affaires africains de se rencontrer et d'échanger sur la problématique d'intérêt commun, entre autres le contentieux de la sécurité sociale, des assurances, des marchés publics et des propriétés intellectuelles. C'est tout le sens de la 9e édition du Congrès africain des juristes d'affaires, COJA, qui se tient ici à Abidjan. L'initiative est du Centre africain pour le droit et le développement. C'est une sorte de séminaire formation qui nous permet donc de nous former sur des thématiques transversales qui concernent toute la grande famille des juristes, que ce soit les juristes en entreprise que nous sommes, que ce soit les juristes prestataires. Son premier responsable, Dr Sadio Ousmanou, a invité les juristes d'affaires à œuvrer pour la défense et la protection du patrimoine des entreprises africaines en s'appuyant sur les tests. Un message que les participants entendent mettre en pratique pour le bonheur des entreprises africaines. Il faut qu'on mette à disposition les outils juridiques pour accompagner les entreprises, mais dans la légalité, parce qu'une entreprise qui veut fleurir dans un État doit se conformer à la loi. Connaissant la loi, de savoir comment optimiser l'application de la loi pour servir les intérêts de l'entreprise, mais sans être en défaut par rapport à la loi et au règlement. Le COJA 2016 est un cadre de promotion des juristes d'affaires africains composé d'avocats, de notaires, d'huissiers, de magistrats et d'universitaires. 16 pays africains prennent part à cette 9e édition. Lutter contre le changement climatique passe nécessairement par la réduction de la pollution. Pour ce faire, le mouvement éco-citoyen a décidé de se déplacer le plus possible à vélo. Plus d'une centaine de ses membres se sont retrouvés pour une journée sans pollution à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement célébrée il y a 2 jours. Patricia Omoitia. La Journée mondiale de l'environnement est le vecteur principal grâce auquel les Nations unies encouragent une prise de conscience et une action d'envergure mondiale pour la sauvegarde de l'environnement. En Côte d'Ivoire, plus d'une centaine d'éco-citoyens ont abandonné véhicules pour promouvoir la pratique du vélo et de ses bienfaits à la faveur de la Journée internationale de l'environnement pour une journée sans pollution. Je suis très au fait de toutes les initiatives
qui tendent à améliorer nos conditions de vie, qui tendent à donner en héritage à nos enfants une terre plus saine, plus propre. Protéger notre monde, protéger notre ville, protéger notre environnement. Ensuite, un intérêt purement de santé, de santé individuelle, lié notamment à la pratique d'un sport quotidien à travers ces déplacements. Le sport est indispensable à une vie saine. L'environnement aussi est indispensable à l'épanouissement de l'individu. Donc c'est une action à double portée. À l'initiative de l'ONG My Dream for Africa, cette action s'inscrit dans le lancement de l'opération Tous au transport vert. Rouler à vélo ou marcher à pied sur de petites distances est plus pratique, écologique et vivifiant. Environ 500 vélos disponibles pour la mobilité des usagers et des étudiants au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny pour encourager l'opération Tous au transport vert. Dans le Gbeke, les populations ont désormais un plus grand accès à des soins de meilleure qualité. Pour cela, le conseil régional a équipé les hôpitaux généraux de la région. Pour un coût de plus de 200 millions de nos francs, c'est du matériel biomédical et des ambulances qui ont été mis à disposition. Charles Tatou. L'équipe du conseil régional de Gbeke ne manque pas d'initiatives pour l'accès des populations aux différents hôpitaux publics locaux. De même pour l'autonomisation des femmes et des jeunes ruraux de sa circonscription régionale. Les travaux de sa deuxième session ordinaire ont mis en exergue les efforts consentis pour le bien-être des populations de la région de Gbeke. Des lots d'équipements biomédicaux et 4 ambulances, le tout d'une valeur globale de près de 200 millions de francs CFA. Lits d'hospitalisation, matelas, machines à laver, machines à sécher, tensiomètre, berceau de maternité, appareils d'examen, lampes d'examen. Tous ces équipements biomédicaux sont pour les départements qui composent la région de Gbeke. Béoumi, Sakassou, Bouaké et Botro. Le financement des organisations féminines et de jeunesse a également retenu l'attention. De nuit, quand il y a des problèmes de santé, il faut attendre un véhicule qui passe par la route. Il y a beaucoup de malheurs qu'on déplore. Aujourd'hui, le conseil régional veut mettre fin à cela en faisant en sorte que dans chaque département, il y ait une ambulance qui puisse mener nos parents directement vers les centres de santé. Le conseil régional de Gbeke a débloqué un fonds via une mutuelle de microcrédit aux femmes de Gbeke. Et nous allons continuer à le faire. Nous n'allons pas faire des grands projets structurants, mais nous, au conseil régional de Gbeke, on fait des projets qui sont proches de nos populations. L'organisation des jeunes de Béoumi et 2 ONG des femmes ont reçu chacune un chèque de 500 000 francs CFA, dont du conseil régional. Dans le Folon, ce sont de nouveaux collèges et marchés qui sont sortis de terre. Le conseil régional a remis les clés de ces réalisations aux autorités préfectorales. Mamadou Kwasi. 2 nouveaux bâtiments pour renforcer la capacité d'accueil du collège moderne de Goulia dans la région du Folon. Des salles de classe avec des tables-bancs pour désengorger celles existantes. Des infrastructures pour améliorer les conditions de travail des élèves et des enseignants afin de garantir de meilleurs résultats scolaires. L'œuvre est du conseil régional du Folon qui a fait de l'éducation l'une de ses priorités. En plus du collège moderne de Goulia, le collège de Tienko s'est vu également offert 2 bâtiments neufs pour un meilleur encadrement des enfants de cette sous-préfecture, en remettant les clés au corps préfectoral. Cissé Sindou, président de cette structure, a fait le point des actions menées en faveur des populations. Pour lui, sur les 24 grands projets réalisés depuis 2013 dans divers domaines, notamment la santé, l'électricité, le reprofilage des routes et l'éducation, 17 ont été totalement achevés pendant que 7 sont en cours de finition. Au nombre de projets achevés figurent les marchés couverts de Kouban et de Kimbirila Nord, de gros villages qui disposent désormais de marchés modernes. Pour renforcer davantage ces projets, Cissé Sindou sollicite le soutien de la population en travaillant pour un développement participatif. Une opération de recensement des besoins de la population a été initiée et a permis au conseil régional de cibler les réalisations. Pour le second semestre de 2016, l'accent sera mis sur la réparation et l'installation des pompes hydrauliques, a dit Cissé Sindou. Les sous-préfets ont félicité le conseil régional pour ses actions menées en faveur des populations. Ils invitent Cissé Sindou et ses collaborateurs à faire davantage pour le bien-être des populations de la région du Folon, située dans le district du Denguélé. Un mot de religion en bref, comme c'est le cas dans de nombreux pays du monde, les musulmans de Côte d'Ivoire jeûnent ce mardi 7 juin. Et c'est le 2e jour donc de ce mois de Ramadan.
Hors de nos frontières, 11 morts, dont 7 policiers et 36 blessés lors de l'explosion d'une voiture piégée ce mardi dans le centre d'Istanbul. L'attentat s'est produit à une heure de pointe, non loin de l'université de Beyazit qui a fermé ses portes pour la journée. L'explosion a soufflé la déventure des magasins avoisinants et endommagé plusieurs écoles du quartier sans faire de victimes parmi les écoliers. Le Niger a revu à la baisse le bilan officiel de l'attaque massive menée vendredi par Boko Haram à Bosso, dans le sud-est. Le bilan actualisé de l'attaque est de 26 morts côté ami, dont 24 soldats nigériens et 2 soldats nigériens. 112 blessés également, dont une femme civile. Du côté de Boko Haram, 55 morts ont été enregistrés et de nombreux blessés selon les autorités nigériennes. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Un mot de sport athlétisme. La Côte d'Ivoire occupe la plus haute marche du meeting de Prague en République tchèque. À 25 ans, Ben Youssef Meïté remporte le 100 mètres. En passant sous la barre des 10 secondes, il bat un nouveau record. Sylvie Touré. Un athlète qui court un 100 mètres en 9 secondes, on le respecte. Avait-il confié à l'occasion des Jeux africains l'an dernier? Meïté Ben Youssef vient de se faire respecter à Prague. Logé dans le couloir numéro 4, il est arrivé en tête de la course, remportant l'épreuve reine avec un chrono de 9 secondes 99 tierces, devant le Sud-Africain Enrico Brundis, 10 secondes 11 tierces, et le Lesothan Mosito Leata, 10 secondes 12 tierces. Meïté Ben Youssef remporte l'or à l'issue de l'épreuve, mais encore, il devient le recordman ivoirien du 100 mètres, détrônant ainsi Wilfried Kofi, qui avait réalisé un chrono de 10-1 en avril dernier. S'il se situe à seulement 5 tierces, donc à quelques foulées du record continental, il faudra encore plus d'efforts, des efforts titanesques même à Ben Youssef, pour prétendre au trône mondial, occupé depuis 2009 par un certain Usain Bolt, avec un chrono jamais égalé de 9 secondes 58 tierces. Et c'est tout pour ce 13h. Merci de rester avec nous sur RTI 1, un nouveau journal à 20h.